Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les soldats de l'armée nationale congolaise que nous avons capturés nous ont affirmé qu'ils sont aidés par les avions américains. Il faisait déjà partie des combattants, des militants pro-Lumumba dans la décennie 60. Et à sa mort, Laurent Désiré Kabila, qui appartenait à la jeunesse Balubakat et qui combattait la gendarmerie sécessionniste katangaise, va définitivement devenir l'un des leaders lumumbistes du Comité national de libération en exil. C'est pour lui le début d'un engagement, d'une lutte nationaliste qui va l'amener à recevoir la visite, le soutien du Che Guevara, venu prêter main forte au combattant nationaliste Simba, à qui il souhaite apprendre les stratégies de combat de la guérilla. Même si la collaboration entre les deux hommes n'est pas des plus fructueuses, et même si sous la pression et la maladie, le Che est obligé d'abandonner son projet d'exporter la révolution cubaine en Afrique, de créer un nouveau foyer mondial de la révolution, Laurent Désiré Kabila, lui, malgré les revers, n'est pas prêt de quitter le maquis. Au contraire, il va initier avec un certain succès le sien, le maquis d'Eva Bora, un territoire qu'il contrôle et où il organise la vie. Avec le mouvement qu'il a créé, le PRP, le Parti pour la Révolution Populaire, doté d'une branche militaire, les Forces Armées Populaires. Un maquis où il essaie d'éviter les travers qui ont entraîné la chute de la révolution Simba. Ici, les règles de vie et de fonctionnement sont plus strictes. Général Sikatenda Chabani, un de ses officiers. Nous sommes ici sur le site de Ewa Bora 2. Ici, c'était la seconde résidence de Mzee Kabila. Vous voyez comme preuve un chargeur de son arme resté sur le lieu. Vous voyez aussi le tunnel de communication qui partait de l'intérieur de sa maison et conduisait jusqu'à la rivière. Il était recouvert de feuillage. Mzee pouvait entrer et sortir sans être vu. Il y a ici des arbres fruitiers qu'il avait plantés, notamment des avocatiers dont voici un fruit. Il avait planté aussi des palmiers à huile appelés mabondo, dont il appréciait l'huile. La maison était faite de branchages et de terre battue et avait un toit en tôle, dit linjanja en langue swahili. Il venait se reposer ici de temps à autre. Sa famille vivait non loin d'ici, là où aimait Joseph. Dans ce maquis d'Eva Bora, Laurent Désiré Kabila est le maître, le président fondateur du parti et de l'Assemblée, commandant suprême des Forces armées populaires, patron du département des affaires étrangères. Nous sommes dans le maquis, pas besoin de s'encombrer des règles démocratiques. Le lieu ne s'y prête pas vraiment. Colonel Gomagna, un des officiers du maquis d'Eva Bora. C'était difficile d'arriver à la résidence, même pour les militaires. C'était pour sa famille uniquement. C'était là qu'il vivait avec ses enfants. Même les généraux n'y arrivaient pas. Je pense que même à Kinshasa, vous avez remarqué que personne ne connaissait sa famille. Je sais que quand j'étais son garde du corps, il a épousé Madame Sifa. Elle a donné naissance à des jumeaux. Celui que nous appelons le président Joseph Kabila et sa sœur jumelle, appelée aujourd'hui Jeunesse. Ce sont les enfants que j'ai vus pendant mon service de garde. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila, le Mzee, comme l'appelaient affectueusement ses fidèles, le vieux sage en swahili. Pendant 7 ans, la lutte du PRP de Laurent Désiré Kabila va demeurer presque inconnue du grand public. La communauté internationale ne s'intéresse absolument pas à cette rébellion enfoncée dans la forêt équatoriale et régulièrement victime des raids menés par les forces armées zaïroises. Pourtant, dans le maquis d'Eva Bora, la population se sent protégée contre la soldatesque de Mobutu. Surtout que les hommes de Laurent Désiré Kabila vivent avec eux. Ils mettent la main à la pâte, participent aux travaux champêtres, à la réfection des cases. Et même s'ils doivent donner une partie de leur récolte pour la révolution au parti, beaucoup le vivent un peu comme une taxe nécessaire, un impôt révolutionnaire que gère souverainement le Mzee.
Mais Laurent Désiré Kabila aspire à un peu de reconnaissance internationale. Il veut exister, que l'on parle de son maquis. Alors, il va organiser quelques opérations médiatiques et financières. Des rapts qui vont lui permettre de se faire un peu d'argent dont a besoin son maquis. Mais le plus spectaculaire, qui va faire couler beaucoup d'encre de salive, se déroule en 1975. C'est un dimanche. Il est minuit lorsqu'un commando de 40 hommes lourdement armés attaque le camp de la Gombe, en Tanzanie, non loin du lac Tanganyika. Après avoir dépouillé les habitants, volé de la nourriture et détruit le camp, les assaillants se saisissent de tout ce qui est blanc. Tous les Européens et Américains qu'ils peuvent trouver. 3 Américains, Terry Hunter, Barbara Smoot et Kenneth Smith, dit Steve, des jeunes étudiants de l'université de Stanford venus pour étudier le comportement de grands singes, des chimpanzés, ainsi qu'une Allemande, Emily Bergman, qui travaille pour le même centre de recherche, Jane Goodall, sont poussés vers une embarcation accostée sur le lac. C'est le début d'un long voyage jusque sur l'autre rive, au Zaïre, où le commando s'enfonce avec ses otages dans la jungle, dans leur maquis des Babora, dans un campement boueux aménagé pour la circonstance. Le rapt était préparé de longue date. Les prisonniers sont reçus par le général Nando, qui leur fait comprendre qu'ils sont les otages du Parti pour la Révolution populaire de Laurent Désiré Kabila. On leur apprend également les raisons de leur enlèvement. Leur cadre vit contre de l'argent, des armes, mais aussi la libération de 30 de leurs compagnons détenus en Tanzanie. Mieux, ils souhaitent qu'on leur permette de s'envoler vers la Chine populaire, où ils doivent suivre un entraînement militaire pour venir libérer les autres encore détenus en Tanzanie. Il est ordonné aux otages de rédiger des lettres pour faire savoir leurs revendications. C'est Barbara Smoot qui est chargée de les acheminer. Les demandes de rançon doivent être transmises au président Julius Nyerere de Tanzanie, à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et à celui de l'Allemagne fédérale. L'Allemande quitte la jungle une semaine plus tard avec son paquet de courrier. L'ultimatum expire dans 60 jours. Malgré d'âpres et confuses négociations, le Mwalimu, Julius Nyerere, refuse le marché de Laurent Désiré Kabila. Autant des proches, des membres des familles des victimes vont rassembler $1 demi-million qu'ils versent au PRP, le Parti de la Révolution du Peuple de Laurent Désiré Kabila. Emily Bergman et Kerry Hunter sont libérés 6 semaines après que le général Nando soit revenu de Tanzanie avec la rançon. Kenneth Smith, lui, est libéré sans autre démarche officielle 1 mois plus tard. Cette fois-ci, le maquis des Babora n'est plus inconnu de la communauté internationale. Il est parvenu à faire parler de lui à la fois en Europe et aux États-Unis d'Amérique. En plus, il s'est fait de l'argent. Et de l'argent, Laurent Désiré Kabila va en amasser pour son mouvement. Il se livre à divers trafics dans la sous-région, puisqu'il est établi dans une région au sous-sol particulièrement riche. Puisqu'il ne peut compter sur l'aide internationale, la rébellion doit se financer elle-même. Pendant plus de 25 ans, dans les collines du Kivu, le maquisard vit de coups de main et de trafics plus ou moins heureux. Or, ivoire, contrebande de café et autres affaires plus ou moins légales. En 1984, Laurent Désiré Kabila est encore une fois l'initiateur d'une autre prise d'otage, celle d'un patron français d'une coopérative de pêche, André Lézy, qui est enlevé à Kaliéné et libéré 7 mois plus tard au Burundi. Bien sûr, tous ces faits d'armes contribuent à renforcer le prestige du Mzee, terme swahili exprimant le respect envers les aînés. C'est le moment pour lui de mettre sur pied un mini-État socialiste en 1977, avec ses chambres collectives, ses dispensaires et ses écoles. En fait, il met sur pied une vraie économie de guerre reposant sur le commerce de l'or, l'agriculture et la chasse. Il va même y introduire sa propre monnaie. En réalité, en cette seconde moitié de la décennie 70, Laurent Désiré Kabila est parvenu à se faire un peu oublier du pouvoir central de Kinshasa. Son maquis qui se livre à des trafics divers et dont le chef sert souvent de conseiller à des rébellions de la sous-région n'est vraiment plus la priorité du gouvernement de Mobutu. Et le musée se fait de plus en plus discret. Il se tient à l'écart même des mouvements d'importance qui secouent le Congo, comme cette fameuse invasion du Shaba par des ex-gendarmes katangais. Qu'est-ce que c'est exactement cette invasion? Le 8 mars 1977, une force rebelle de 1500 hommes, le Front de libération nationale du Congo, envahit la riche région minière du Shaba, dans le sud de la République démocratique du Congo. Incapable de l'arrêter, le président Mobutu Sese Seko mise sur l'aide internationale pour se débarrasser rapidement de cette menace. En réaction à l'appui du président Mobutu à l'UNITA, le mouvement de guérilla de Jonas Savimbi opposé au régime marxiste de Luanda,
Le président angolais, Agostinho Neto, apporte son appui au mouvement du Front de libération nationale du Congo. Mal préparées, les troupes congolaises se font bousculer. Face à elles, les rebelles passent à 7000 hommes. Mobutu ralentit leur progression avec la division d'élite Kaimunyola, mais les réfugiés se comptent par dizaines de milliers. Présentant cette invasion comme une agression communiste dirigée par Cuba, Mobutu saisit l'organisation de l'unité africaine de la question le 2 avril. Sans adhérer à sa thèse anticommuniste, plusieurs pays africains s'inquiètent et n'appuient Mobutu. Ce dernier cherche aussi à obtenir le soutien des États-Unis d'Amérique qui ont fourni au Congo plus de 400 millions de dollars d'aide militaire depuis 1960. Mais le président Jimmy Carter n'est pas disposé à soutenir ce dirigeant controversé, au moment même où il met en avant sa politique des droits de l'homme. Le Congrès diminue même l'aide militaire au Congo de moitié, alors que la crise fait rage. D'autres pays accordent toutefois leur soutien à Mobutu, notamment le Maroc et la France. L'Égypte fournit aussi les pilotes et l'Arabie Saoudite un soutien financier. Les troupes marocaines, transportées par des avions français, lancent le 13 avril une contre-offensive vigoureuse sur terre et dans les airs. À la fin avril, les derniers éléments rebelles quittent le Congo. Pas un mot de Laurent Désiré Kabila pendant toute cette offensive. Il gardera le même silence, la même discrétion lorsque l'année d'après, le FLNC, le Front de libération nationale du Congo, lance une autre offensive. C'est la seconde guerre du Shaba. 4000 ex-Katangais ont attaqué l'année dernière un important centre minier de la région du Shaba, au sud-est du Zaïre, dans l'ex-Katanga. L'agence officielle de presse du Zaïre affirme qu'il s'agit de rebelles venus d'Angola, la plupart d'entre eux étant des ex-gendarmes katangais. Le président Mobutu a réuni d'urgence son état-major à la suite de cette attaque. Le président Mobutu appelle à l'aide la France. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défait la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre, et là, les documents saisis le prouvent. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Cette fois-ci, sur demande donc du président Mobutu, la France envoie des troupes sur place. Il s'agit officiellement de protéger les Européens vivant dans cette ville minière. La Légion saute sur Kolwezi. Valéry Giscard d'Estaing, le président français, ne l'expliquera à son peuple qu'après le saut de son armée sur la ville congolaise. Je vous explique pourquoi cette opération a été faite comme elle a été faite. Elle a été faite sous forme d'un lacet de parachutistes en 2 vagues. La première vague a sauté à 3h10 cet après-midi, seconde à 5h15. Et l'ensemble de l'unité est actuellement sur le terrain. Pourquoi cette opération de lacet de parachutistes et pourquoi l'a-t-on réalisé le plus vite qu'il a été possible de le faire? C'est parce qu'il faut bien voir quel était le danger que faisait courir à la population civile, d'une part un délai, et d'autre part l'annonce publique par les grands moyens d'information, la radio, tout le monde écoutait, de l'imminence d'une opération. Nous risquons, dans les quelques heures qui séparent l'annonce d'une opération de sa réalisation, d'avoir soit des exécutions sommaires dans la ville de Kolwezi, soit des prises d'otages, et des prises d'otages civiles qui pourraient être entraînées en dehors de la ville. Et donc il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible, et en même temps la plus rapide possible. C'est pourquoi quand nous en avons
quand nous avons examiné ces modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés, des autorités militaires, nous souhaitions de l'annoncer qu'au moment où les premiers éléments arriveraient sur le terrain, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce délai dangereux dans lequel toutes sortes d'actions ou de situations peuvent se produire. En même temps que les parachutistes français, le président Mobutu est avec les siens sur le terrain de combat. Il prend place à bord de l'un des avions qui va y larguer les soldats zaïrois. Raymond Girard a pu prendre place hier à bord de l'avion du président du Zaïre, M. Mobutu. Et à bord de cet avion, il y avait aussi les parachutistes zaïrois qui devaient reprendre l'aéroport de Kolwezi aux rebelles et le maintenir en état de fonctionnement. Je vous propose tout de suite le reportage de Raymond Girard. Les parachutistes zaïrois, largués hier sur Kolwezi, ont réussi à dégager l'aéroport. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de notre groupe. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre les dispositifs en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Les combats ont été d'une rare violence autour de la piste de Kolwezi, car on voit partout le sol jonché de carcasses d'avions et d'hélicoptères, d'obus non éclatés. On tire encore un peu dans tous les coins, car l'armée zaïroise, pour l'instant, contrôle le périmètre de l'aéroport. La ville de Kolwezi, avec ses 2500 otages européens, est toujours entre les mains des ex-gendarmes katangais. À cette seconde guerre plus sanglante où une force étrangère saute sur Kolwezi et repousse le Front de libération nationale du Congo, Laurent Désiré Kabila ne réagira pas non plus. Il est même absent de la scène lorsque, sous la pression de la communauté internationale et bousculé par le vent de démocratie qui souffle sur le continent en ce début de la décennie 90, le vieux maréchal est contraint d'accepter l'instauration du multipartisme. Après avoir vraiment réfléchi et décidé de concepts nouveaux, expérience et pluralisme politique dans notre pays, on entend que le système de trois partis politiques en se compris. Bonjour à tous. Les présidents du Rwanda et du Burundi tués hier soir dans un accident d'avion à Kigali au Rwanda. Ils revenaient d'un sommet consacré à la situation dans la région, sommet qui s'était tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Il semble que l'avion ait été atteint par une roquette ou par un missile. La thèse de l'attentat semble en tout cas la plus vraisemblable pour le moment. Les communications téléphoniques avec les deux pays sont assez perturbées depuis ce matin. Apparemment, la situation est plutôt calme à Bujumbura. À Kigali, en revanche, une tension extrême ce matin et des combats. Vous avez choisi encore le silence lorsqu'en ce mois d'avril 1994, justement après cet attentat sur l'avion du président Habyarimana, le Rwanda est le théâtre de massacres à grande échelle. Pourtant, ces milliers de réfugiés Hutus qui fuient les violences en marchant vers le Zaïre vont, ils ne l'imaginent pas un seul instant, le sortir de l'oubli dans lequel il est plongé, le remettre dans les radars de la communauté internationale d'où il était sorti depuis son coup d'éclat en Tanzanie, le fameux enlèvement des Américains. Pour le vieux maquisard, cette tragédie est un peu l'occasion inattendue. Mais il ne le sait pas encore. Il n'imagine pas que ce drame, cette terrible tragédie, va considérablement modifier sa vie, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous nous retrouvons donc juste après une nouvelle édition du journal URSS. Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
disparu depuis plusieurs décennies des radars de la communauté internationale. Et même si Laurent Désiré Kabila s'est illustré au milieu de la décennie 70 par l'enlèvement spectaculaire de plusieurs Américains pour faire parler de lui et financer son maquis des Wabora, où il règne en maître, il ne fait vraiment plus la une de l'actualité. On ne le considère plus comme une menace pour le pouvoir du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Kwendu Wazabanga. Et pourtant, c'est un événement tragique, un drame qui va secouer la planète entière et avec lequel il n'a aucun lien, qui va lui donner une seconde vie. RFI+, Diane Gallio. Bonjour à tous, il est 6h30 en temps universel, 8h30 à Kigali. À la une de l'actualité ce matin, la mort des présidents burundais et rwandais près de l'aéroport de Kigali. Cette nuit, et puis des combats qui se poursuivent ce matin dans la capitale rwandaise. Et ce sera bien sûr le premier titre du journal Afrique Matin. Des combats qui vont faire près d'1 million de victimes. C'est le début du génocide rwandais avec son cortège de morts à l'arme blanche et l'un des plus importants déplacements des populations. Des Hutus qui fuient le Front patriotique rwandais FPR, arrivés dans le pays juste après le déclenchement des violences contre les Tutsis. Quelques instants après l'attentat sur l'avion du président Habyarimana. Ils s'enfuient vers les Zaïre voisins où ils vont s'installer dans un premier temps à la frontière, avant que les portes du pays leur soient finalement ouvertes grâce aux négociations entreprises par la communauté internationale qui, à l'occasion, déroule à nouveau le tapis rouge à Mobutu, qui depuis quelque temps était un paria que tous évitaient de recevoir. Le pestiféré à qui on refusait même le visa pour aller se soigner en Europe va à nouveau être courtisé. Mais cette situation des réfugiés Hutus à la frontière ne peut être que transitoire pour certains grands voisins du Congo. Et c'est en cela que le super Katanga, le Nzé comme on l'appelle dans son maquis, va se retrouver au centre de cette importante guerre stratégique. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. Après le terrible génocide qui a secoué le Rwanda et l'important déplacement des populations qu'il a entraîné, alors que le monde entier est encore sous le choc et il essaie parfois maladroitement d'établir les responsabilités, une idée germe et prend forme dans l'esprit de deux hommes, deux chefs d'État. Le président Yoweri Museveni d'Ouganda et son protégé, celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir au Rwanda, Paul Kagame. Il faut pour leur sécurité éloigner le plus loin possible vers l'intérieur du Zaïre les réfugiés et les milices Hutus massés le long de leurs frontières. Il s'agit de repousser le plus loin possible la menace. Ce plan va être facilité par une autre préoccupation que partagent certains autres chefs d'État influents de la sous-région. Le président Mobutu, vieillissant, ne devrait pas mourir aux affaires parce que le pouvoir risque de tomber aux mains de collaborateurs pas très recommandables. Il ne faut pas donner l'occasion à ses proches de perpétuer ce régime. Ils sont donc un certain nombre des dirigeants qui s'accordent sur la nécessité de faire tomber le régime de Mobutu. Et même Washington adhère à l'idée de le voir partir, d'en finir avec le vieux maréchal. Surtout que les Américains sont de plus en plus intéressés par cette riche région des Grands Lacs dont le Zaïre constitue le cœur. Les États-Unis d'Amérique ont justement pour accomplir ce dessein des ennemis qui ont leurs préoccupations à eux, l'Ouganda et le Rwanda. Et pour accomplir cette mission, il faut un homme, il faut une caution congolaise. Laurent Désiré Kabila fait l'affaire. C'est dans ces conditions qu'il réapparaît dans l'échiquier. Nous avions posé la question au docteur Émile Munga, un ancien chef gendarme katangais qui a rejoint un peu plus tard ce mouvement à partir de l'Angola, de nous expliquer pourquoi le choix des dirigeants rwandais et ougandais, et même ceux qui étaient avec eux dans cette vaste opération, s'est porté sur Laurent Désiré Kabila. Parce que Kabila était au bon endroit et au bon moment. Il fallait absolument en finir avec la dictature de Kinshasa. Les pays limitrophes, à la tête et tous les dirigeants, dont le président Nyerere, à qui on a demandé la mission de trouver quelqu'un de valable pour conduire une lutte de libération qui devait être initiée par le Rwanda. Donc, Kabila n'a pas été choisi au hasard. Il vivait d'abord. C'était le meilleur parmi tous ceux qui étaient dans le maquis. C'était le plus ancien des combattants issus du soulèvement populaire insurrectionnel de Moulélé, qui est resté fidèle aux idéaux lolomites. Monsieur Chamboué Kalala, vous partagez ce point de vue? Le fait
qu'on ait choisi, c'est le fait qu'il faut arriver à Kisangani. L'élément qui était là au Rwandais était atténué du fait de l'existence de Kabila, qui a su justement attirer tous les progressistes de l'époque et tous les démocrates pour le reconnaître et de dire qu'effectivement, dans ce mouvement insurrectionnel, et c'est lui qui portait justement la responsabilité morale. Monsieur Chamlézon, vous étiez avec Laurent Désiré Kabila dans ce maquis. Vous avez été longtemps son collaborateur. Pourquoi est-ce sur lui que se porte le choix de tous ces dirigeants, notamment ceux du Rwanda et de l'Ouganda? Je vais vous dire une chose, et ça vient de me dire. J'étais à la vanne, quand commence la guerre de libération, il y avait trois piliers essentiels. L'Ouganda, le Rwanda, l'Angola. Il n'y avait pas de communion idéologique entre l'Angola et le Rwanda. Il y avait une nécessité impérieuse, c'est le renseignement Mobutu. Donc Kabila avait déjà son noyau de maquis, qui a fait 32 ans de preuve. On n'a pas récupéré Kabila, on a dû s'appuyer sur Kabila pour arriver ici. S'amuser avec son organisation, sa ténacité de toujours. Et là, je ne travaillerai jamais le Congo. Quoi qu'il en soit, Laurent Désiré Kabila rassemble habilement quelques guérilleros et avec l'aide de ses alliés, il crée en septembre 1996 l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Au départ, ce mouvement est une pure extension du gouvernement et de l'armée rwandaise, avec en plus quelques officiers et soldats ougandais. Des forces étrangères qui profitent de cette couverture pour nettoyer dans le sang les camps des réfugiés ou tout proches de leurs frontières. Chamlézon, ancien maquisard, un des collaborateurs de Laurent Désiré Kabila. L'idée de M. Veni et même de Paul Kagame, c'était de créer un cordon sanitaire autour du Congo. Ils ont dit, attention, faisons peur à Mobutu, arrivons jusqu'à. Mais il ne faut même pas prendre Kisangani. Tout commence dans l'est du pays par la révolte des étudiants Banyamulenge, les Tutsis du Zaïre. C'est dans cette situation confuse que Laurent Désiré Kabila rentre dans la danse, qu'il déploie ses ailes. Il rassemble ses troupes et commence son inexorable montée vers le nord. En quelques mois, il va peu à peu sécuriser pour l'Ouganda toute une bande de terrain allant du nord Kivu à la frontière soudanaise. Bukavu est la première ville prise par la rébellion. Face à une armée zaïroise désorganisée, mal payée et mal formée, la rébellion avance vite, très vite. Les combats font rage dans le nord Kivu, provoquant le déplacement de 300 000 réfugiés qui fuient leur camp. En novembre 1996, le 4 exactement, le gouvernement de Kinshasa reconnaît qu'il ne contrôle plus les villes de Goma et de Bukavu. L'idée d'une intervention des forces étrangères pour voler au secours des réfugiés commence à circuler. La déclaration politique de Laurent Kabila, le leader des rebelles Tutsis, à défaut d'inciter à l'optimisme quand on sort du million de morts-vivants de Mugunga, a le mérite de fixer la ligne de conduite d'une alliance bigarrée que l'on sentait jusque-là aux mains des sols militaires. Kabila a un projet qui dépasse le contrôle du Kivu, renverser Mobutu et prendre Kinshasa, rien de moins. C'est notre objectif final. Combien de temps vous je pense que au moins une année. Kabila a donc aussi une exigence, la reconnaissance internationale de son mouvement et de sa cause, préalable à toute arrivée ici d'aide humanitaire, à tout accès à ceux des camps qu'il contrôle, à toute intervention d'une force multinationale qui l'exige impartiale, c'est-à-dire sans la France. La France, vous connaissez autant que moi, l'ami du peuple français, je ne sais pas. En tout cas, le gouvernement français n'est pas du tout impartial. En attendant, hier soir, après son point de presse, à mi-chemin entre la séduction et la fermeté, Laurent Kabila a ordonné à ses militaires de reconduire les journalistes à la frontière. Il a fallu les déjouer pour pouvoir rester ici. À Goma, Luc Lemonnier, France Inter. La probabilité d'une intervention de la France est donc exclue pour le chef rebelle. Cela, Laurent Désiré Kabila ne peut l'admettre, surtout pas la France. Et les mots pour le dire sont sans équivoque. La communauté internationale est très réticente. Ce matin, par exemple, le ministre britannique de la Défense a dit que Londres n'enverrait probablement pas de troupes dans l'est du Zaïre. Cet après-midi, on a appris que le Danemark, la Suède et la Finlande avaient décidé de ne pas envoyer de soldats au Zaïre, préférant, je cite, concentrer leurs efforts sur l'aide humanitaire. Et puis je vous rappelle quand même la position des États-Unis qui ont dit ce week-end qu'ils n'avaient pas encore décidé, qu'il fallait qu'ils réfléchissent. Bref, en dehors de la France et de quelques pays africains, personne n'a vraiment dit formellement oui, nous enverrons des troupes au Zaïre. Et le paradoxe ce soir,
c'est que les rebelles Tutsis qui tiennent Goma et Bukavu veulent de tous les pays, sauf de la France. Le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, l'a dit très clairement à Luc Lemonnier. Le gouvernement français n'est pas du tout impartial. Ce que je veux dire à M. Chirac, que la politique du gouvernement français est totalement injuste à l'égard de notre pays, de notre peuple pendant plusieurs années. Et les autorités françaises doivent venir du côté du peuple qui se révolte contre les hommes de paille, Mobutu, et toute la classe politique autour. Et je demanderai aussi au peuple français, êtes-vous prêts, vous Français, de prendre Mobutu et toute sa clique pour aller diriger de certaines régions de la France, parce que ce sont les meilleurs dirigeants? Alors on vous en donnera des hommes pour rien, ça même un franc français à payer. Le peuple n'en veut plus. Dans cette affaire, les États-Unis d'Amérique, anciens alliés de Mobutu, semblent avoir définitivement choisi leur camp. Pour eux, pas question d'une force d'interposition ou de sécurisation. Oui, c'est vrai, depuis le début, les États-Unis bloquent le déploiement d'une force de sécurisation des couloirs humanitaires au Kivu, seule solution immédiate au drame. Au moment de la proposition française d'une force de 5000 hommes, c'était, dit-on, compréhensible quand l'Amérique était dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle. Mais la chose faite, Bill Clinton réélu, rien n'a changé. Les États-Unis ont posé pas moins de 30 questions aux Français sur l'opération. Paris a répondu, mais cela n'a pas suffi pour convaincre, et les délégués américains à l'ONU redisent à l'envi dans les couloirs que le dossier africain n'est pas prioritaire à Washington. À New York, on aurait donc décidé d'attendre. On parle donc du 20 novembre. Et c'est vrai que la France, initiatrice, a besoin de l'appui des États-Unis, non seulement à cause de son poids sur la scène internationale, mais aussi afin d'éviter les susceptibilités locales et que, comme en 1994, au moment de l'opération turquoise, les uns ou les autres ne puissent dénoncer une intervention des anciennes puissances coloniales. Mais l'opération française ne peut se passer des Américains pour des raisons également logistiques. Les troupes, mais aussi les transports. En attendant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit donner le feu vert, est paralysé. L'Organisation de l'Unité africaine a déjà montré son impuissance et les émissaires européens en sont réduits à des incantations à la raison sans grand résultat. Et pour ne pas simplifier les choses, le Zaïre dénonce d'avance toute éventuelle négociation entre les rebelles et les organisations humanitaires. Le Zaïre parle de trahison. L'ONU autorise alors un déploiement d'une force multinationale. Rien n'y fait. Les forces de l'Alliance prennent du terrain. Mobutu, qui se trouve en convalescence à Genève, comprend enfin que son armée est confrontée à de réelles difficultés. Et pour la première fois, il accepte de s'exprimer sur ces événements. On m'a poignardé dans le dos. C'est pas dit. Je n'ai pas apprécié. Bref, les choses sont claires. L'agression est là. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. Madame Colette Brackman, vous qui êtes la spécialiste de l'ex-Zaïre au quotidien belge le soir, vous qui avez longtemps fréquenté pour votre travail, bien sûr, le président Mobutu, lorsqu'il dit qu'il a été poignardé dans le dos, à qui fait-il allusion? Qui c'est celui qui l'a poignardé dans le dos? Les mêmes États-Unis qui avaient mis Mobutu en scène sont ceux-là qui ont décidé de le renverser et qui ont encouragé les pays de la région à intervenir dans ce sens. Dans la capitale Kinshasa, au cours du même mois de novembre, le maréchal Malade est confronté à une autre fronde, celle des étudiants qui ont décidé de se faire entendre, de dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Une agitation pas si innocente et pas si anodine que cela, selon certains. Deux universités de Kinshasa, l'IFC et l'IFTA, ont été évacuées la nuit dernière. Les soldats ont chassé les étudiants entre 3 et 4 heures du matin. Ils bouclent maintenant l'accès des deux instituts. Jean-Pierre, président des étudiants de l'IFTA. À partir de 3 heures du matin, nous étions là et les lycées sont descendus. D'abord, ils ont assiégé le millier. Alors nous étions vraiment surpris. Les autres dormaient, les autres étaient debout. Alors ils sont entrés, ils ont contraint de sortir d'éclaircissement forcé. Et nous sommes maintenant réfugiés dans le cas de la cathédrale de Notre-Dame, chez le missionnaire. Nous sommes surpris en voyant des pageaux à notre recherche, route militaire. Alors vous les voyez. En cette fin d'année 1996, le climat politique est des plus chauds aux Zaïre. Même si le gouvernement de Léon Kengo Wadondo annonce une république foudroyante pour enrayer la progression de troupes rebelles, les soldats de Kabila continuent de gagner du terrain. Mais cette déferlante
atteindra-t-elle son nouvel objectif Kinshasa? Le maréchal Papa Mobutu Sese Seko Pandou Wazabanga, qui en a vu d'autres pendant une trentaine d'années, va-t-il ainsi se laisser arracher son pouvoir par un maquisard qui avait disparu depuis plusieurs décennies dans le maquis de l'Est? Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. Mais avant de nous séparer, voici le désormais traditionnel... Les archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'appel a une mission de créer un État solide et prospère, et pas le contraire. Un État libre et démocratique, et pas dictatorial. L'appel, c'est donc une organisation du peuple pour sa propre survie, sa propre dignité. Sorti de son papier de Wabora dans l'Est des Amis, maître depuis plusieurs décennies, Laurent Désiré Kabila bénéficie désormais du soutien du Rwanda et de l'Ouganda, qui veulent l'utiliser pour repousser le plus loin possible les populations et les milices Hutus massées à leurs frontières du côté zaïrois. Il s'agit pour Paul Kagame, le président du Rwanda, et pour Yoweri Museveni d'Ouganda, son mentor, d'éloigner la menace Hutu. Le musée, comme l'appelle affectueusement et respectueusement les siens, vieux sage en Swahili, est l'homme de la situation. Il est l'alibi congolais. Mais il a un autre projet, beaucoup plus ambitieux, celui d'une vie. Il s'agit pour lui de renverser celui qui, pendant des décennies, l'a persécuté avec son armée. Celui qui, en 1961, a livré son leader, Patrice Emery Lumumba, à la mort. Le maréchal président fondateur Mobutu Sese Seko Pandou Wazabanga. L'occasion est trop belle pour la laisser passer. Surtout que dans ce plan, dans cette stratégie militaire, les États-Unis d'Amérique semblent du côté de ces commanditaires. Washington paraît apprécier l'idée de faire tomber Mobutu, notamment parce que la région, ou plutôt ses immenses richesses minières, l'intéresse. Pour Laurent Désiré Kabila donc, la chance est au rendez-vous avec cette convergence d'intérêts dont il est désormais le centre, la pièce maîtresse. C'est dans ce contexte qu'éclatent en août 1996 les combats dans le Kivu entre l'armée zaïroise et les étudiants Banyamulenge, qui bénéficient dans cette confrontation du soutien de l'armée rwandaise. Laurent Désiré Kabila, avec l'aide des mêmes alliés, rassemble quelques guerrilleros et avec le soutien fort de Kigali et de Kampala, qui lui impose même quelques officiers rwandais et ougandais, lance une grande offensive avec son nouveau mouvement, celui qu'il a créé de toutes pièces pour la conquête, l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. La conjonction d'intérêts est forte. Les dirigeants rwandais veulent extirper du Zaïre le reliquat des ex-forces armées rwandaises et des milices Hutus. Les Ougandais, au-delà du soutien indéfectible qu'ils apportent à Paul Kagame, veulent le Zaïre débarrasser de tous les embryons de rébellions hostiles qu'entretient selon eux le régime de Mobutu. En quelques mois, le projet des deux voisins, de ces deux mentors, est quasiment atteint, puisque toute une bande du terrain allant du nord Kivu à la frontière soudanaise est sécurisée. Les combats font rage dans le nord Kivu, provoquant le déplacement de 300 000 réfugiés Hutus. À la communauté internationale qui s'en émeut et qui envisage une intervention humanitaire, le nom du chef rebelle est sans ambiguïté, surtout à l'idée d'une présence française dans cette mission. La communauté internationale est très réticente. Ce matin, par exemple, le ministre britannique de la Défense a dit que Londres n'enverrait probablement pas de troupes dans l'est du Zaïre. Cet après-midi, on a appris que le Danemark, la Suède et la Finlande avaient décidé de ne pas envoyer de soldats au Zaïre, préférant, je cite, concentrer leurs efforts sur l'aide humanitaire. Puis je vous rappelle quand même la position des États-Unis qui ont dit ce week-end qu'ils n'avaient pas encore décidé, qu'il fallait qu'ils réfléchissent. Bref, en dehors de la France et de quelques pays africains, personne n'a vraiment dit formellement oui, nous enverrons des troupes au Zaïre. Et le paradoxe ce soir,
c'est que les rebelles Tutsis qui tiennent Goma et Bukavu veulent de tous les pays, sauf de la France. Le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, l'a dit très clairement à Luc Lemonnier. Le gouvernement français n'est pas du tout impartial. Ce que je veux dire à M. Chirac, que la politique du gouvernement français est totalement injuste à l'égard de notre pays et de notre peuple pendant plusieurs années. Et les autorités françaises doivent venir du côté du peuple qui se révolte contre les hommes de paille, Mobutu, et toute la classe politique autour. Et je demanderai aussi au peuple français, êtes-vous prêts, vous Français, de prendre Mobutu et toute sa clique pour aller diriger le futur région de la France, parce que ce sont le milieu du Orient? Alors on vous en donnera ces hommes pour rien, ça même un franc français à payer. Le peuple n'en veut plus. Les États-Unis, anciens alliés de Mobutu, ne semblent pas non plus disposés à favoriser une quelconque sécurisation ou interposition. Oui, c'est vrai, depuis le début, les États-Unis bloquent le déploiement d'une force de sécurisation des couloirs humanitaires au Kivu, seule solution immédiate au drame. Au moment de la proposition française d'une force de 5000 hommes, c'était, dit-on, compréhensible quand l'Amérique était dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle. Mais la chose faite, Bill Clinton réélu, rien n'a changé. Les États-Unis ont posé pas moins de 30 questions aux Français sur l'opération. Paris a répondu, mais cela n'a pas suffi pour convaincre, et les délégués américains à l'ONU redisent à l'envi dans les couloirs que le dossier africain n'est pas prioritaire à Washington. À New York, on aurait donc décidé d'attendre. On parle donc du 20 novembre. Et c'est vrai que la France, initiatrice, a besoin de l'appui des États-Unis, non seulement à cause de son poids sur la scène internationale, mais aussi afin d'éviter les susceptibilités locales et que, comme en 1994, au moment de l'opération turquoise, les uns ou les autres ne puissent dénoncer une intervention des anciennes puissances coloniales. Mais l'opération française ne peut se passer des Américains pour des raisons également logistiques. Les troupes, mais aussi les transports. En attendant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit donner le feu vert, est paralysé. L'Organisation de l'Unité africaine a déjà montré son impuissance et les émissaires européens en sont réduits à des incantations à la raison sans grand résultat. Et pour ne pas simplifier les choses, le Zaïre dénonce d'avance toute éventuelle négociation entre les rebelles et les organisations humanitaires. Le Zaïre parle de trahison. Suite de notre série d'actions d'Afrique consacrée à Laurent Désiré Kabila. En ce mois d'octobre 1993, les regards dans la presse internationale et dans les chancelleries africaines ou occidentales sont tournés vers l'Est du Zaïre. L'inexorable avancée de cette armée, de cette rébellion surgée de nulle part, l'APTEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, suscite bien des interrogations, notamment l'image et le parcours de celui qui l'a conduit, Laurent Désiré Kabila. Dans les rangs de cette force qui avance, peu de Zaïrois, mais beaucoup de soldats rwandais et ougandais. L'armée de Mobutu, sous-équipée et sans solde, ne fait vraiment pas le poids. Wakimsikia Mobutu anafika Kinshasa, basi mji wote unabomoka, wanakimbia kwa sababu walimsikia Mobutu. À cet ancien maquisard, il faut ajouter en octobre de la même année 1996 des opposants zaïrois qui se joignent à cette rébellion. Très rapidement, les villes les plus importantes et les plus symboliques tombent les unes après les autres. Dès le 30 septembre 1996, Bukavu est la première à tomber aux mains de la rébellion. Ceci avant même la création officielle de l'APTEL, qui ne naîtra que le 25 octobre. Le 4 novembre 1996, le gouvernement zaïrois reconnaît ne plus contrôler Goma et Bukavu. Et l'on parle de centaines de milliers de réfugiés hutus rwandais jetés sur les routes. 1 demi-million d'entre eux rentrent au Rwanda. Alors Paris réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale du Zaïre. Dans son lit d'hôpital, le président Mobutu est informé de tous les revers que subit son armée. Le vieux léopard, se fiant au propos de quelques courtisans, ne doute pas qu'il reprendra assez rapidement le dessus sur le terrain. Mais il va très rapidement se rendre compte que sa division présidentielle spéciale ne peut pas tenir tête face à cette horde qui déferle. Malgré la maladie, l'opération de la prostate qu'il vient de subir, le vieux président décide de reprendre le contrôle en rejoignant le 17 décembre 1996 la capitale zaïroise, où depuis quelque temps, les rumeurs le disaient mourant.
il revient pour prendre en main les opérations. Lui-même, la précédente en avion, qui décolle de Cap-Martin en France, où il était en soins. Inquiet, je ne suis pas. Vous connaissez ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, j'aurai les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel ne peut pas rester fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international de Djibouti, de l'émotion, je vous assure, le président de la République soutient de sa mère, du président de Maman de Nagawa, est descendu de l'avion. Le président vient de finir l'opération, et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a retrouvé sa santé, car il marche seul, on le remarque. À Kinshasa, effectivement, l'accueil était plus chaleureux. Le vieux léopard, malgré la maladie qui l'a affaibli, revient un peu en libérateur dans son pays. Si pour la vie humaine, j'ai décidé de rompre mon sécurité et de revenir sur la combinaison dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le cou. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré un fils. Le président fondateur ému écrase une larme et est obligé d'interrompre quelques secondes son discours. L'émotion est à son comble et ses partisans vont à son Le président Mobutu est de retour et le général Maïlé, le nouveau patron de l'armée zaïroise, annonce une contre-offensive foudroyante contre la rébellion. Et pourtant, les troupes de Laurent Désiré Kabila continuent d'avancer, de prendre des villes. Le retour de Mobutu n'a finalement pas servi à grand-chose en réalité. Il a dû toujours, pour des raisons de santé, retourner en France. Mais il va être contraint, bien que très affaibli, de reprendre l'avion pour revenir au pays. La situation est grave. En ce mois de mars, Kisangani est tombé. Et le président Mobutu est seul. Très seul. Seul comme il ne l'a jamais été. Malgré le changement qu'il opère à la tête du gouvernement, où il a remplacé son premier ministre Kembo Wadondo par Étienne Tshisekedi, son principal opposant, rien ne semble freiner l'avancée des rebelles. L'ambiance s'annonce tendue aujourd'hui à Pretoria où se poursuivent les négociations pour un cessez-le-feu au Zaïre. Pendant que les deux parties discutent en Afrique du Sud, le leader de la rébellion zaïroise, Laurent Désiré Kabila, a mis pour objectif principal la prise de Lubumbashi, deuxième ville du pays. Hier, dans son fief de Goma, Laurent Désiré Kabila a fait une nouvelle démonstration de force. Sur place, notre envoyé spécial, Christophe Fleury. Le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila, n'avait pas revêtu d'uniforme pour passer en revue les soldats des forces armées zaïroises, les ex-phases convertis à l'Alliance. Sur 5 à 6 000 hommes en armes, rassemblés sur le tarmac de l'aéroport de Goma, près d'un millier ont défilé devant Kabila dans un ordre parfait. Tous les autres, pour la plupart des jeunes recrues, ont assisté à la cérémonie, assis sur l'asphalte brûlant. Pour le leader des rebelles, ce défilé militaire se voulait sans doute une démonstration de force au moment où s'ouvrait guerre en Afrique du Sud et négociations interzaïroises. Pendant ce temps, l'armée des rebelles poursuit son avancée vers Lubumbashi, la deuxième ville du pays. La prise de Bujimaï, la capitale du diamant, est confirmée. La ville avait été signée par les forces armées zaïroises en déroute. Les rebelles ne sont plus qu'à 80 km de Lubumbashi et les conquêtes militaires, ou plutôt les territoires libérés, comme on dit ici, sont de plus en plus vastes. Près de la moitié du pays est aux mains de Kabila. Et Lubumbashi ne devrait pas tarder à céder. La ville est à portée de canon, répète la radio officielle de l'Alliance. Goma, Christophe Fleury, France Inter. Sur le plan diplomatique, malgré la mobilisation de l'Organisation de l'Unité africaine, les choses ne semblent pas beaucoup avancer. À Lomé, en marge du sommet africain de l'Organisation de l'Unité africaine, l'on discute, mais sans parvenir à un rapprochement.
Lorsque Laurent Kabila affirme qu'il ne reconnaît que le seul pouvoir du président Mobutu et que l'ensemble des partis politiques n'ont aucune signification pour lui, est-ce qu'on ne s'achemine pas là vers des problèmes? Exactement, nous ne comprenons pas cette déclaration du fait que au Zaïre déjà, et lui c'est un Zaïrois, il devrait savoir que depuis la transition, nous avons un ordre institutionnel, justement, qui prépare le pays vers les élections. Donc nous avons entamé chez nous un processus de démocratisation qui devrait nous amener déjà maintenant aux élections. Donc, si vous voulez, à l'élection des dirigeants par le peuple lui-même. M. Bonadodemio, en position de force, lui, n'est pas pressé d'entreprendre une quelconque négociation avec Mobutu. Et le premier contact entre ces hommes et ceux du chef de l'État zaïrois se déroule en Afrique du Sud, en avril 1997. En Afrique du Sud, pour la première fois, des représentants du gouvernement de Kinshasa ont donc officiellement rencontré aujourd'hui des représentants de Laurent Désiré Kabila. L'objectif est d'au moins arriver à un cessez-le-feu après 6 mois de guerre civile, compte rendu de ses premiers pourparlers avec Farida Ayari à Pretoria. Après l'ouverture officielle des négociations, les délégations zaïroises, le médiateur de l'ONU et le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères se sont envolés vers un lieu tranquille qui se trouve à 20 minutes d'avion entre Pretoria et Sun City, le Las Vegas sud-africain. Selon une source proche des négociations, celles-ci n'ont même pas encore commencé. Quoi qu'il en soit, les pourparlers promettent d'être serrés car les deux parties ne semblent pas prêtes au compromis. L'Alliance démocratique souhaite un changement fondamental, c'est-à-dire le départ du maréchal Mobutu. L'Alliance n'est pas prête non plus à négocier un cessez-le-feu et un partage du pouvoir, comme le souhaite Kinshasa. Fort de leur avancée sur le terrain, il est peu probable que les hommes de Kabila fassent des concessions avant la chute de Lubumbashi, la capitale de la province minière du Chaba. Même la capitale du diamant Bujimaï est conquise le 4 avril 1997. Les groupes de 50 hommes, des rouges ajustés sur le crâne, l'arme à l'épaule, sont parfaitement alignés devant le leader des rebelles, Laurent Désiré Kabila. Un sourire aux lèvres, le chef de l'Alliance regarde ces hommes. Ce sont des anciens soldats des forces armées zaïroises, les phases reconvertis. Derrière eux, il y a les jeunes recrues que les rebelles sont allés chercher autour de Goma, dans les villages proches du volcan ou près du lac Kivu. Beaucoup sont très jeunes, 9 ans, 10 ans. Ils sont assis sur le tarmac de l'aéroport, invités à voir défiler des ex-phases reconditionnés. Chaque groupe est commandé par un homme, muni d'un sabre, les ordres fusent. L'hymne officiel des rebelles est signé par une fanfare aux instruments cabossés et la cérémonie est très courte, une demi-heure. Laurent Désiré Kabila. C'était une bonne journée et on a fait défiler les anciens de phase rééduqués de ces ans d'histoire. Les ex-phases rompent les rangs, ces soldats sont peu bavards. Rien ne filtre sur leurs conditions d'entraînement. L'un d'eux se risque à dire qu'il n'a pas grand-chose à manger, seulement du riz et des haricots. Kabila, fort de ses conquêtes, face à une armée zaïroise en déroute, ne souhaite négocier qu'avec Mobutu, d'homme à homme. Il veut dire à Mobutu de s'en aller. Il faut que l'on puisse mettre un terme à la situation d'abord des Iraniens dans le camp politique des Zaïrois et naturellement que l'on mette fin à la souffrance de votre peuple par une transition pacifique du pouvoir. Et je pense que M. Mobutu lui-même ce départ est même nécessaire dans l'intérêt de son propre pays, qui le mien. Et je ne vois pas qu'il y ait notre programme politique de reconstruction du pays. Et moi je pense qu'il en est conscient et que c'est de ça que nous voulons discuter à deux. Et on ira beaucoup plus loin. Plus vite. Je l'ai toujours dit qu'il fallait qu'il en parle directement et non par personne interposée, et surtout pas par organismes internationaux interposés qui vont faire traîner des négociations qui ne lieu et que personne ne va bénéficier, sinon ça ne peut en pâtir, il faut le croire. Le maréchal Mobutu, bien que malade, est-il disposé à négocier avec ce chef rebelle pour qui il n'a aucune considération? Mais a-t-il encore le choix face à un homme qui tient maintenant plus de la moitié du territoire et qui ne rencontre presque plus de résistance dans son avancée? Isolé et abandonné de tout ce soutien, a-t-il vraiment une autre alternative que de discuter? Peut-il accepter, malgré la maladie, de céder son pouvoir qu'il tient depuis une trentaine d'années? Suite de notre série consacrée à Laurent Désiré Kabila, juste après une nouvelle édition des Obituaires.